Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos titres, rangs et grades, Bonjour est sorti en ce 15 décembre 2021 dans la splendide maison de la culture qui porte son nom. Bonjour, dans ses couleurs, dans ses odeurs, dans ses valeurs, dans ses saveurs, ses humeurs, l'humus de sa terre et son histoire. La vie trépidante à flanc de collines, cette vie reproduite ailleurs par sa communauté diasporique, l'onde qui murmure quand la nature figure, mais aussi la plongée dans le temps profond, dans l'amour de l'histoire. Tout le tableau de cette vie, si unique et si diverse, et par conséquent plurielle, est raconté dans un livre écrit comme un long chant à plusieurs voix. Chefferie Bonjour, le Paris de l'excellence, le festival Saint-John à la une. Sous la double direction des professeurs Kenny Fodor et Hubert Lodion, des voix de spécialistes de plusieurs disciplines font l'éloge de Bonjour et font en même temps le service après-vente du festival Saint-John. Quand nous livre ce livre, nous l'approuvons au fil des prises de parole que nous aurons pratiquement à apprécier tout à l'heure. Mais de quoi nous délivre cet ouvrage? C'est ce que nous allons entendre dans quelques instants en écoutant le chef de la communauté Bonjour de Yaoundé, la cheville ouvrière de ce projet éditorial et de bien des initiatives visant à donner à apprendre, à comprendre, apprendre et à s'éprendre de cette ville. Mesdames, Messieurs, voici l'honorable Albert Butcher, député de la Nation et président de la communauté Bonjour de Fauty. Est-ce qu'on peut vous dire s'il vous plaît? Je commencerai d'abord par vous prier d'accepter nos excuses pour ce retard. Nous accusons plus de 30 minutes de retard et ce n'est pas dans votre habitude. C'est en raison d'un cas de force majeure à niveau. Donc excusez-nous s'il vous plaît. Honorable député à l'Assemblée nationale, révérend Père qui arrive, mesdames et messieurs les directeurs généraux des entreprises, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, les grandes élites de la communauté Bonjour et les amis de cette élite. Professeur Pétan, ici présent, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous voir nombreux ici. Des personnalités du monde politique, des fonctionnaires, des diplomates, des opérateurs économiques, des organisations sœurs, des médecins, des juristes, des enseignants, des chercheurs,
excellent de vous voir ici. Merci beaucoup d'être venus nombreux à cette cérémonie. Il faut remonter à novembre 2017 à Banjul pour situer les origines de ce livre. En effet, le roi des Banjul, Sa Majesté le Dr Jomo Kanga, honoré, alors que les lampions de la 7e édition du festival Saint-Paul venaient de s'éteindre, a annoncé solennellement qu'il confia à la communauté Banjul l'organisation de la 8e édition du festival devant se dérouler 2 ans plus tard après l'édition actuelle, c'est-à-dire en novembre 2019. Le comité d'organisation de cette 8e édition que j'ai présidé, en ma qualité de chef de la communauté Banjul, a introduit quelques innovations dans le cadre traditionnel du développement d'événements, notamment la décision de créer en son sein une commission baptisée Art et Archives du Festival Saint-Paul. La présidence de cette commission a été confiée au professeur Nodjo Hubert et Kenny Foudou. Ceux-ci se sont dépensés sans compter en tant que directeur scientifique pendant pratiquement 15 mois après le festival pour faire en sorte que l'ouvrage que nous vous présentons solennellement aujourd'hui puisse voir le jour. Les éditions d'Armada l'ont effectivement publié en début mai 2021. Nos 2 professeurs se sont appuyés tout au long du processus sur les responsables de toutes les autres commissions du comité d'organisation et sur plusieurs autres personnes ressources de notre communauté réalité au Cameroun et ailleurs dans le monde. Des articles scientifiques sur différentes problématiques en lien avec notre culture complètent l'ouvrage dans sa 2e partie. La première étant dédiée aux activités marquant et pendant le festival. Je voudrais solennellement remercier devant vous tous ici réunis le 2 professeurs et les autres personnes ressources pour les efforts consentis pour que cet ouvrage puisse voir le jour. Professeur Mendoba, Yayaman, Papa Chouaba. Il sera d'une utilité certaine pour les générations présentes et futures de Banjul, mais aussi au-delà de Banjul. Tous ceux qui se sont assoiffés de la culture africaine en général et camerounaise en particulier. Quant à vous, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour prendre part à cette cérémonie et vous souhaite de passer d'agréables moments dans notre compagnie. Bonne dégustation intellectuelle à tous. Je vous remercie. S'il vous plaît, je peux encore le dire. Alors on a compris qu'il y a un travail de fourmi, il y a un travail scientifique qui a été abattu pour livrer ce précieux trésor qui rend compte de l'histoire de Banjul dans la grande histoire du Cameroun. Et voyez, on est dans une salle, dans les ors d'une salle fleuron de ce travail d'édifice, Banjul, la maison de la culture. Alors ces ors vont nous présenter les trésors de cette ville, de la région de l'Ouest. Question, est-ce ce dynamisme qui a amené les éditions L'Harmattan à s'emparer, à se saisir de la main tendue de l'honorable et de son équipe? Eh bien, la réponse va être faite tout de suite par le directeur des éditions L'Harmattan, M. Jacques Koukam,
que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Chers invités, en vos titres, grades et qualités, Monsieur le chef de la communauté de Yaoundé, chers professeurs, chers panélistes, merci de nous avoir associés à cet événement. Et tout l'honneur, nous recevons tout l'honneur des professeurs de notre et qui ont choisi là-dedans pour éditer cet ouvrage. Je me souviens quand le professeur est venu me voir pour que nous entrions dans ce projet. Beaucoup de questions se posaient à l'époque. Il fallait bien savoir si pour un ouvrage culturel comme celui-ci, il fallait confier à un éditeur comme l'Armatan pour qu'il rentre dans les circuits mondiaux, ou alors s'il fallait rester sur un éditeur local. Il a réfléchi pendant des semaines et finalement, il a choisi de nous confier l'ouvrage. Certainement, peut-être parce qu'il a déjà publié chez nous. Et il sait à peu près quelles sont les démarches et quelle est à peu près rigueur que nous mettons dans le traitement de nos ouvrages. Mon propos va s'articuler sur un seul point. Je suis là comme éditeur, en réalité, pour célébrer l'écriture, c'est ça mon rôle. Pour célébrer l'écriture. Il se trouve que nous sommes encore dans une communauté du monde. Quand je dis communauté, je parle de nos civilisations africaines en particulier, où on célèbre l'oralité. Et vous avez des gens qui soutiennent mordicus que les traditions ne peuvent pas, qu'on ne doit pas s'écrire. Au moins, une chose est certaine aujourd'hui, c'est que dans 200 ans, on fêtera, on célébrera le sympodium de Banjul. Pourquoi? Parce que les actes ont été consignés dans ce ouvrage. Nous entendons, je regarde nos parents quand j'en parle, nous entendons nos parents dire nos enfants ne se comportent plus comme nous nous comportions à l'époque. Quels sont les pères? Quelles sont les sources? Comment faisons-nous pour consigner ce que nous avons comme culture, en sachant bien que derrière la culture, il y a la spiritualité. Nous tenons comme ça des discours quotidiens sans certainement faire des efforts pour que nous puissions mettre à jour les éléments de cette culture qui doivent servir pour les générations à venir. Regardons un peu, quand nous allons chez les d'autres, en général, vous entendez toujours, non, c'est pas maintenant qu'il fallait manger la cola, non, c'est après qu'il fallait faire, non, c'est non. La liturgie catholique a un lectionnaire, le prêtre est là, avec des orientations. Et ceux qui l'ont regardé savent qu'à un moment donné, le lectionnaire vous dit, le prêtre s'incline. À un moment donné, le prêtre se lève. Si la spiritualité qui est adossée à la culture est ainsi faite, comment faisons-nous pour préserver nos traditions, nos cultures et notre spiritualité? Donc, tout est à l'honneur des professeurs, du chef de la communauté, du chef du roi Banjul, qui ont pris l'initiative de publier ces actes. Et nous avons un circuit de distribution au niveau du monde pour que la communauté Banjul ait pris la parole en son compte et que sur des générations et des générations, que l'art Banjul, que la culture Banjul, que les usages Banjul restent et demeurent dans la tradition écrite de l'humanité. J'invite, et nous allons lancer dans les prochains mois une collection, parce que nous nous sommes rendus compte qu'ils sont nombreux parmi nous qui ont des savoirs culturels, qui ont des expériences du travail, mais qui ne peuvent pas écrire, ou bien qui n'ont pas le temps pour écrire. Et nous voulons comme ça voir comment est-ce que nous pouvons enregistrer des personnes ayant fait des ouvrages, parce que l'avenir en a besoin. Je me suis souvent posé la question en tant qu'éditeur de savoir comment est-ce que nous assurons notre mode de transmission. Comment est-ce que nous assurons notre mode de transmission? Ils sont nombreux à
vous diront, j'ai fait ceci, nos parents ont fait ceci. Comment est-ce que nous faisons pour que ces cultures ancestrales nous servent pour construire et gagner des parts et aujourd'hui des parts de marché dans le monde? Merci, chers professeurs, de nous avoir confié cette œuvre. Merci, chers de la communauté. Merci pour votre attention. Merci, M. Kouka, Jacques, le directeur des éditions Armatan. C'est un voyage que nous sommes en train de faire, peut-être au sens figuré, un voyage mental aussi, un voyage au cœur des traditions bandioles. Et vous savez, en Afrique, chez nous, quand on voyage, il y a toujours un accompagnement musical. La musique est tous les jours. Et ce point particulier, je vous invite à découvrir le mot, c'est la danse qui fait l'espoir. On va voir danser tout de suite ce mot sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le moment de rentrer dans l'espace du contenu. Je voudrais recueillir votre écoute attentive et votre patience pour écouter la science parler. C'est à travers une bouche sûre, un intellectuel alerte, éveillé, jeune, qui déjeune avec les mots, et sociologue qui s'est manié la plume et la pioche comme son maître disparu, Jean-Marc Guéard, Armand Léka et Soma, puisqu'il s'agit de lui, a lu l'ouvrage et nous donne son rendu scientifique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît? J'ignore absolument la raison intime qui aura conduit le professeur Kouka assis à ma droite ici à suggérer que ce soit moi qui lise publiquement pour vous ce livre. Mais la seule certitude que j'ai est que la grande estime que j'ai gardée pour le géographe fécond et l'infatigable explorateur des phénomènes humains qu'il est, me suffisait à lui donner mon accord spontané. Il eût été plus logique et peut-être même plus simple de chercher dans le répertoire communautaire de la grande chefferie Badjo, un lecteur enveloppé et familier de la cour royale. Le hasard de nos filiations respectives, c'est-à-dire de la biologie, de la géographie et de l'histoire, ayant fait de lui et moi les ressortissants du territoire culturel différent. C'est-à-dire que sur sa carte d'identité ethnique, cette carte d'identité n'existerait pas encore, on marquerait qu'il est Bamileke de Badjo. Et sur la mienne, on marquerait que je suis Eton de la Léki. Il est du conquis, moi je suis de la Léki. Il a donc probablement plaidé pour que je sois celui qui vous serve cet après-midi l'étrange guide dans cette visite de la chefferie Badjo. Très cher professeur, acceptez ma gratitude que je dois immédiatement étendre à toute votre communauté, en premier lieu l'honorable ici présent, qui m'ouvre ce jour les portes de votre intimité. C'est probablement dans cette hospitalité intercommunautaire que la richesse de notre pays, un pays si divers, tire sa principale force au-delà des épisodes de friction et de pulsions qui sont regrettables. Cette simple cérémonie de dédicace, dans son format, je vois à ma gauche le professeur Charlie Gabriel Bock, pourrait considérer, lui et moi, qu'on est quelque part des invités inattendus. En tout cas, cette simple cérémonie de dédicace, dans
communauté sans se suicider dans le communautarisme. Et que l'on peut décrire nos tribalités sans nécessairement succomber à l'apologie d'un tribalisme qui reste à décrire toujours et avec force. Alors je vais insister sur la forme et la force de ce livre que j'ai sous mes yeux. J'orienterai mon propos de circonstance cet après-midi sur le symbole de la traversée. Le compatriote qui part de l'ouest du Cameroun pour la région du centre, ou encore celui qui fait le voyage inverse, traverse plusieurs frontières. C'est des frontières symboliques, certaines sont artificielles, d'autres sont peut-être naturelles. Mais il traverse surtout un grand pont, le pont de la Sanaga, quelque part à Baïbena. La lecture de ce livre est pour moi de bout en bout comme une forme de traversée. Je suis accueilli aujourd'hui à Banjul, sous le toit du roi ici représenté par chacun d'entre vous. Telle est donc la première et la principale force de ce livre. Dans la forme, il s'agit d'un texte de plus de 330 pages qui se construit tout au long de sa rédaction sur ce qu'on peut appeler une identité hybride, une identité de la traversée. Tantôt, et le directeur des éditions L'Harmattan Cameroun l'évoquait tout à l'heure, tantôt on a l'impression qu'on est en présence d'un texte de recherche scientifique, dans la pure tradition des monographies et autres sociographies commentées que de nombreux ethnologues et anthropologues ont imaginé longtemps avant nous. Tantôt, on a l'impression d'être en présence d'une photographie ponctuelle et commentée, d'un festival daté. Tantôt encore, on a l'impression qu'on est en train de lire un diagnostic territorial et communautaire lucide sur la vie et l'avenir d'un peuple. Cette forme hybride et pendulaire du texte le rend quelque peu inclassable, inédit et original. C'est même ce caractère inclassable qui le rend inédit et qui le rend original. Et cette première traversée des identités, moi comme universitaire, directeur L'Harmattan comme éditeur, nous avons souvent besoin de classer les documents que nous lisons, que nous écrivons, que nous publions ou que nous éditons. Or ici, nous sommes manifestement en présence d'un texte qui traverse ces frontières rigides, qui brise cette discipline et qui s'ouvre donc à quelque chose de tout à fait inédit et nouveau. Et cette traversée des identités sur la nature du texte ne peut pas cacher ce qui d'emblée se laisse voir dès la première de couverture, dès ce qu'on appelle en langage technique le paratexte. Nous avons ici, sur cette page de couverture, la traversée de ce qu'on peut considérer comme des régimes culturels. Dans la plupart de nos pays, notamment ici en Afrique, en général on distingue et parfois on les oppose les deux grands régimes culturels à partir desquels on considère que notre vie est organisée. D'une part la tradition, d'autre part la modernité. Et cette même traversée se laisse voir à travers le choix de ces deux photos. Une photo qui, quelque part, rappelle, disons, les fresques d'une architecture et d'un art qui relèverait de la tradition. Une tradition que beaucoup croient dépassée, alors que ce qui est passé n'est pas nécessairement dépassé. Ensuite, nous voyons plus bas un symbole, en quelque sorte architectural, de la modernité. Donc, là encore, nous voyons un effort de traverser les frontières. Or, toute traversée est par définition synthèse.
tradition et la modernité. Les deux principales parties du livre sont presque parfaitement équilibrées. À peu près 150 pages pour la première partie, à peu près 150 pages pour la deuxième partie. Ce souci de traverser et non d'équilibre est aussi attesté à travers ce qu'on peut considérer comme le choix des principaux auteurs, notamment les 7 auteurs de la seconde partie. On voit bien des générations différentes qui sont en dialogue. On voit les plus âgés, ensuite on voit les plus jeunes. On voit les chercheurs confirmés, puisque la seconde partie du texte envisage de présenter sous un format quasi scientifique, n'est-ce pas, la chefferie bantou, le peuple bantou, la culture bantou. Et donc dans cette deuxième partie du texte, réputée scientifique, nous voyons effectivement ces générations, des professeurs confirmés et des jeunes chercheurs qui sont en émergence, qui ensemble dialoguent, essayent de converser ensemble autour de leur perception de ce qu'est la culture bantou, sur la base de leurs propres observations et de leurs propres critiques. Bien sûr, on pourrait regretter que cet équilibre et cette traversée n'ait pas jusque-là brisé la traversée du genre. Il aurait été intéressant, et peut-être pour les éditions à venir, il serait intéressant de voir, probablement, des villes que le peuple bantou fournit, les expertises, femmes également, les anthropologues, les sociologues, les linguistes. Il serait intéressant que cette traversée des frontières brise aussi ce qui peut paraître comme un tabou de nos traditions et rende visible aussi la part féminine de la grande tradition de ce peuple. Et dans ces deux parties que comporte le livre, on voit bien que la toute première partie est, pour reprendre les termes même des deux auteurs qui ont dirigé le volume, il s'agit d'un captivant et enrichissant compte rendu à la fois chronologique, à la fois logique, thématique du festival Saint-Odon, espérant que je prononce comme vous le souhaitez. On voit bien que c'est organisé de manière chronologique, les procédures d'avant, les procédures pendant, les procédures après. Donc, on voit bien comment se déroule, n'est-ce pas, toute l'ingénierie qui est au cœur du montage d'un événement culturel. On voit tout ce qui est mobilisé, on voit rendu ici les traces qui sont tout à fait transparentes de la manière dont on peut organiser de manière créative, de manière spectaculaire, un événement culturel. Ensuite, il y a la partie qui rend compte de la dynamique même de l'événement pendant le festival. Toute la dynamique protocolaire avec l'ensemble des discours qui sont ici intégralement remis à la disposition du lecteur. Ensuite, toujours la phase de pendant, on voit bien la vie sociale du festival, une vie sociale dans tous ses visages, les visages ludiques, les visages économiques, toutes sortes de pratiques sociales, communautaires, qui partent de la socialité jusqu'au grand rassemblement. Ensuite, la partie après, avec les témoignages et autres festivals. Tout ceci est agrémenté par plus de 80 images photos qui rendent la lecture du texte extrêmement facile, extrêmement agréable. Du coup, que ce soit dans la structuration, dans la stratégie, dans les procédures, cette première partie constitue quelque part une trace inédite pouvant servir de fond d'imitation à l'ingénierie des événements culturels et qui pourrait nous être imité partout, partagé partout. Du coup, on perçoit bien à travers cette transition que derrière ce livre se cachent en fait deux sortes de livres. La première partie du livre constitue en lui-même un document d'archives. Un document d'archives qui, lorsqu'il voyagera, puisque le texte écrit facilite très souvent le voyage de la culture. La culture voyage à travers nous, physiquement, à travers ce qu'on dit, à travers nos langues, mais l'écriture, depuis qu'elle fut inventée, depuis la nuit des temps, a plus facilement rendu possible ces expériences de voyage. Et on a pu réussir à construire ces différents ponts qui font finalement ce que nous comprenions à travers ce que nous faisons ici
doit être en cohérence avec ce qui se vit ailleurs. Ensuite, la deuxième grande partie structurée par, disons, 7 ou 8 contributions parce que l'un des co-directeurs de l'ouvrage, le professeur Kenya Fodor, a signé 2 textes. Donc, Kenya Fodor, André-Marie Kenya, Gabriel Ba, professeur Gabriel Ba, Léon Kanga, David Tobet, Cristal Thomas Fouquet, Martin Luther, Judge Kanga, signent tour à tour des textes qui, effectivement, se structurent dans un format scientifique. On pourrait détacher cette partie du livre et en faire un document de sociologie, un document d'anthropologie, un document d'ethnologie, un document d'histoire culturelle d'un peuple, le peuple Bantou. Nous voyons à travers ces 150 pages aussi, puisque c'est vraiment un texte extrêmement équilibré, quelque chose qui peut être considéré comme un regard que je ne vais pas considérer comme un regard froid sur sa propre culture, mais c'est d'abord un regard de l'intérieur. Et un regard de l'intérieur ne peut pas être froid. Il est d'une part géographique et d'autre part critique. Donc il s'agit ici d'un regard dialectique. Lorsqu'on traverse l'ensemble des textes, on voit comment la culture bantou, le peuple bantou, l'anthropologie bantou est en fait célébrée, est en fait documentée, est en fait décrite et en fait partagée. Et d'autre part aussi, on voit à travers les textes, j'ai bien lu le texte d'André-Marie Kenya. J'ai lu un certain nombre d'extraits, je vais peut-être pas revenir là-dessus, où il pointe quelque part ce qu'il perçoit comme étant les faiblesses, peut-être pas les faiblesses, mais les espaces à améliorer, notamment dans le cadre de ce festival, qui pourrait être mieux utilisé encore comme un lieu de transformation sociale, un lieu de transformation économique majeure de la communauté, pour faire en sorte que le royaume bantou ne soit pas simplement un riche royaume, mais que ce soit aussi un royaume riche. Donc il est extrêmement dialectique, parfois extrêmement critique sur la manière dont, n'est-ce pas, disons, ce festival est conçu, et il pose effectivement des questions extrêmement pertinentes sur l'avenir. Un certain nombre de développements intéressants sont faits, notamment sur la notabilité, avec Léon Kanga. Le développement du professeur Gabriel Ba sur le concept, les attitudes et représentations autour du festival, avec ce lien extrêmement intéressant et cohérent entre le festival et les quatre piliers du marketing stratégique, qui permet de confirmer que le festival de Saint-Odon est effectivement une incroyable réussite. Les textes de Christian Thomas Fouquet qui posent un regard extrêmement lucide sur la manière dont la jeunesse aujourd'hui construit un rapport extrêmement dialectique entre distanciation et engagement auprès de sa culture. Ensemble, lorsqu'on achève cette lecture, la lecture de ce texte, on en ressort avec un certain nombre d'idées forces. 1. Le festival n'est pas simplement un lieu de communion, mais aussi un espace de transaction. Un espace de transaction, bien sûr, culturel, mais aussi un espace de transaction marchande. Il y a des développements importants que le professeur a fait sur notamment les retombées économiques et tout ce qui tourne autour des grandes figures qui sont représentatives de l'entrepreneuriat, du visage entrepreneurial et économique du peuple bantou. Ensuite, nous retenons que le festival de Saint-Odon est un espace de marketing culturel, un espace de marketing communautaire, mais aussi un espace de marketing territorial. Les gens viennent de partout visiter. Et lorsqu'ils rentrent de cette visite, ils sont toujours tentés de revenir. Ils sont toujours tentés d'être partout dans le monde vos ambassadeurs. Ensuite, on retient qu'il s'agit d'une instance de fusion. Une instance de fusion intracommunautaire, bien sûr, mais aussi une instance de fusion interculturelle. Puisqu'à travers les images, à travers les discours, à travers les prises de parole, à travers les différents témoignages qui sont consignés ici, on voit bien s'exprimer tout le Cameroun, pas simplement la communauté bantou. Ensuite, on sent bien qu'il s'agit d'un moment inédit de valorisation et d'exaltation des traditions, mais aussi un moment de partage des traditions héritées,
des traditions héritées qui se renouvellent. Enfin, on perçoit très bien qu'il s'agit d'un moment que je vais considérer comme un moment épiphanique qui permet de révéler les talents, qui permet d'identifier les talents, qui permet de sélectionner les talents. Et Dieu seul sait, sur la base de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup appris sur l'identité banjounaise, j'espère que je peux le dire, d'un certain nombre de figures importantes, que ce soit de notre vie économique ou de notre vie artistique ou encore de notre vie politique de manière générale. Je vais conclure ce mot, disons ces impressions de lecture, en considérant que à travers ce texte, et là je rejoins les propos introductifs que le directeur des éditions d'Harmattan a prononcé tout à l'heure. Un jour, je lisais un journal français République et j'étais tombé sur une conversation. Cette conversation se faisait entre le 14e Dalai Lama et Elie Wiesel. Elie Wiesel, il est mort il n'y a pas longtemps. C'est un prix Nobel de la paix. C'est une grande figure de la littérature américaine d'origine juive qui a reçu non pas le prix Nobel de la littérature, mais le prix Nobel de la paix. C'est l'un des grands survivants de la Shoah juive. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il lui fut fait d'ailleurs à une époque la proposition symbolique de devenir le président d'Israël. Et il avait renoncé en considérant qu'il préférait rester américain d'origine juive et être écrivain. Alors, au cours de cette conversation, le Dalai Lama, 14e Dalai Lama, lui pose une question. Il lui dit, mais dis-moi, comment les Juifs ont-ils fait pour résister à un exil aussi millénaire, à une adversité aussi incroyable qui les a acculés à un exil millénaire? Mais comment ils ont surtout fait, non seulement pour résister, mais aussi et surtout pour retrouver en partie la terre, puisqu'ils se considèrent, les Juifs se considèrent en ce moment comme enfin étant sur leur terre. Et vous comprenez bien que cette question avait une importance capitale pour le 14e Dalai Lama, qui se considère comme en quelque sorte en exil avec son propre peuple. Et Elie Wiesel va lui faire la réponse suivante. Elie Wiesel lui dit, lorsque les Juifs abandonnèrent Jérusalem, ils n'emportèrent avec eux rien du tout, aucun bijou, aucune sorte de richesse, aucune pierre précieuse. En revanche, ils emportèrent avec eux un petit livre. Et c'est de ce petit livre que tout est parti. Je ne suis pas intéressé sur l'exactitude historique de cette parole. J'ignore si le petit livre dont parle Elie Wiesel est la Torah juive. Mais ce que je sais, c'est que derrière cette parabole, c'est la parabole de la valeur du livre. Livre comme métaphore de la culture, qui fait voyager la culture, qui fait que la culture fait rencontrer plusieurs humanités. Le livre comme en quelque sorte un pont entre le passé et l'avenir, en laissant cette trace à l'humanité, à une humanité particulière qui peut être constituée par la communauté de ceux qui viendront, vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, à une époque où on croit que le livre ne sert plus à rien, et comme nous passons la plupart de nos temps à zapper, à voyer, à cliquer, etc., le livre gardera toujours sa valeur de grande archive ouverte, gardera toujours sa valeur de pont éternel entre ceux qui sont passés et ceux qui viendront, entre toutes les humanités. Et de toutes les manières, le présentateur m'ayant posé une question, il sait très bien que tout livre nous délivre du fardeau de nos ignorances, de nos obscurités et de nos préjugés. Et que tout livre nous livre toujours quelque part des informations, des lumières qui peuvent nous permettre de se rendre compte que finalement dans cette incroyable diversité, l'humanité est encore plus belle dans sa diversité et dans sa richesse. Je vous remercie. Voilà. En l'état, en vous écoutant, on se rend compte que le livre rend ivre. Alors, il n'est pas un moine
l'amène à parler du patrimoine. Anthropologue, homme politique, universitaire, écrivain de grand plumage, auteur prolifique d'ouvrages de fiction et d'essais politiques, Charlie Gabriel Bob en dépose quand il parle. Et pour l'occasion, parler de Banjoun, c'est comme voir le Cameroun à partir d'une lucarne. Et c'est voir aussi l'aventure humaine dans ce qu'elle a de divers et de singulier. Il est auteur notamment d'un livre que je recommande, en première parution, Décoloniser la France, pas mieux, en version rééditée, La France d'Afrique. Et là aussi, il a écrit un roman que j'affectionne, Et tu seras ma œuvre. Pour l'instant, c'est sur le livre du Lâcher Banjoun qui braque son regard. Impression de lecture pour la police, s'il vous plaît.
festival a été magistral, comme le professeur Léka nous l'a rappelé. Technique, méthodique, au point que ma première observation consiste à dire que lorsque les intelligences se sont mobilisées comme elles se sont mobilisées, tant au niveau de la conception du festival que de son organisation et que de sa réalisation, aujourd'hui on dit implémentation, et qu'au-delà de la réussite du festival, Monsieur le Président, il y ait un ouvrage de cette qualité. Je dis, ce n'est plus une question de pari. La parole porte donc sur le titre de l'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'en identifiant les 4 P, produits, promotion, place, prix, les auteurs dressent la liste des objectifs de Nsem Todjong, vus par les Todjong eux-mêmes. Et les pages 14 à 15 de l'éditorial confirment leur effort de rigueur dans la conception du festival. Et il conclut, c'est à la page 205, le véritable challenge ne sera donc plus d'organiser à grande face tous les 2 ans le festival, mais de faire de celui-ci le vecteur de promotion d'un développement social et économique profond du royaume Banjul. Pourtant, malgré cette mise en perspective, la définition du mot concept demeure une question pour les auteurs. Ils évitent d'être trop affirmatifs, trop catégoriques. Le terme qui sonne fort, c'est péremptoire, d'une manière qui n'admet aucune discussion. Ils ont évité ça. Ils présentent prudemment le concept de Nsem comme un simple, et je cite, indice de prévisibilité ou de prédictibilité des réactions et attitudes vis-à-vis des situations de vie. Alors, les termes qui m'ont retenu, c'est prévisibilité et prédictibilité. Dans la langue de Mama, la notion de Nsem est en effet tellement riche et tellement large qu'elle englobe plusieurs aspects de la vie quotidienne. Mais si ce large éventail de sens a commandé la prudence et l'humilité, il n'a réduit aucune fille et aucun fils de l'homme à l'hésitation, encore moins à l'inaction. L'ouvrage montre que par leur action, les Todjong veulent trancher entre la prévisibilité qui participe du défi et la prédictibilité qui, elle, participe du pari. Parce que d'un côté, le défi invite à la compétition et de l'autre, le pari soumet au hasard. Alors, sommes-nous dans un processus de pari ou dans un processus de défi? Le terme défi
apparaît dans l'ouvrage à la page 192. Le terme challenge, qui est la traduction anglaise du terme défi, apparaît à la page 205. Ces deux repères sont des indicateurs d'une posture mentale ou psychologique qui porte à conséquence. En effet, dans une posture de défi ou de challenge, il devient contradictoire de parler de prédictibilité. Je voudrais m'attarder là-dessus parce que les prédictions relèvent du prophétisme et nous installent dans l'aléatoire, dans le hasard, dans l'incertitude. L'attentisme que les prédictions impliquent nous livre à la fatalité, au bon vouloir des dieux et du sort. On s'en remet au sort. Or, les prévisions sont de l'ordre de l'analyse objective des mesures et des quantifications qui conduisent à ce qu'on appelle le budget prévisionnel. Et le document, l'ouvrage montre le souci de prévision tel qu'il apparaît dans la première partie. Il s'agit donc, avec les prévisions, de prévoir même les imprévus pour éviter ou limiter non seulement les imprévisions, mais les improvisations. Il ne s'agit plus de se soumettre à la fatalité d'un sort, mais de devenir maître de son destin. Voilà pourquoi nous pensons qu'au vu de la qualité de ce travail, M. le Président, on ne peut plus parler de Paris, mais de défi de l'excellence de Banjul. Ma seconde observation et ma troisième palabre a été évoquée par le professeur Leka. Il s'est demandé où sont les filles et les femmes Banjul. Voilà mon inquiétude sociale. Dans le livre, le docteur Kounché Adelaï a donné une conférence, on nous l'a rappelé. Heureusement que son mari n'est pas là, je peux parler d'elle. C'est une valeur sûre. Et je peux vous dire, quand je vous dis que je n'ai pas que des amis à Banjul, que j'ai des parents, Dr Kounché est une amie de ma famille depuis plus de 40 ans. Parce qu'elle a été camarade de mon épouse au CUS. Elle apparaît sur la photo, sur une photo à la page 54. L'ancienne 4e adjointe au maire de Yaoundé, Madame Julia Julien, est en train de faroter les danseurs de Messou. Et sa photo, on la voit à la page 76. Mais il se trouve que le docteur Kounché est l'épouse de M. Kounché, président, député. Et que Mme Juda est l'épouse du très regretté Victor. Seul Kareche Focho apparaît dans le livre sans le parapluie masculin.
il arrive, quand il arrive aux filles Banjoun d'être visibles, elles sont anonymes. Regardez les candidates du concours de la Miss Banjoun à la page 94. C'est des visages, de très beaux visages, mais des visages sans aucun nom. Et le nom même de la Miss n'apparaît nulle part. Pourtant, sa belle photo apparaît à la page 95. Alors, mon inquiétude sociale est donc d'interroger la communauté d'Odjong. Banjoun va-t-il relever le défi de l'excellence en reléguant la femme Banjoun au second plan et en enfermant les beautés et les filles Banjoun dans l'anonymat? Peut-on allumer une lampe et la garder sous le boisseau? Parce que je sais qu'il existe une très grande association des filles Banjoun que sont devenues les Autodom. Je suis persuadé que le prochain festival, que les prochaines activités vont rattraper quelque chose. Voilà pourquoi nous ne concluons pas. Ma réserve sur les titres et mon observation sur la femme et la fille à Banjoun n'enlève absolument rien à la qualité de cet ouvrage. Le travail de mes excellents collègues mérite attention et invite Banjoun à l'engagement, loin des aléas du hasard et du jambo. Voilà pourquoi on peut toujours jouer au ludo à Banjoun. Mais ce livre démontre, Monsieur le Président, que le destin de Banjoun ne se jouera pas au ludo. Au bas. Le destin de Banjoun ne se jouera pas au ludo. Et en matière de jeu de mots, il n'a pas éludé ça. Ok. On va respirer un peu. On va respirer avant de passer aux dernières prises de parole. Rentrer dans le Banjoun profond pour écouter vibrer les tambours du Mongo Juabo. Une danse ancestrale, une danse de chez nous là-bas, parce que c'est aussi chez moi, en tant que Camerounais, bien sûr. On va les entendre faire vibrer le sol de cette maison de la culture. Après ça, nous passerons aux dernières prises de parole. Le processus a été long. On a commencé par mettre en circulation un recueil d'informations pour bâtir les termes de référence de l'édition 2019 de notre festival.
festival. Il s'est agi d'un processus participatif où on a essayé d'associer un grand nombre de personnes ressources qui vont nous donner des idées pour nous permettre de bien nous acquitter de la mission qui était la nôtre. Et puis, bon, comme on vous l'a dit, 15 mois après la tenue du festival de l'édition 2019, qui était la 8e édition, mon collègue et moi, nous avons consacré 15 bons mois à travailler sur le projet. Donc voici l'aboutissement aujourd'hui. Donc nous sommes heureux d'être arrivés au terme de cette aventure. Il s'agit d'une aventure. Bon, ce soir, beaucoup de monde n'a peut-être pas pu faire le déplacement de cette maison de la culture, mais nous espérons que ce n'est que partie remise. On trouvera d'autres occasions pour aller au devant de nos frères qui ne sont pas là cet après-midi et de certains autres Camerounais étrangers qui sont intéressés par tout ce qui se passe à Banjul. Donc, je souhaite à chacun de faire l'acquisition de cet ouvrage, de procéder à sa lecture et de le laisser quelque part dans la bibliothèque à la maison. De toute façon, c'est très bien que si les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, merci à M. Serge Bertrand Route pour cette parole qu'il m'a donnée et je souhaite faire bonne lecture à tout le monde. Merci à vous. Merci. Je rappelle que le livre coûte 25 000 francs et qu'il soit dédicacé dans un instant à double détente. La première dédicace pour les invités d'honneur et la deuxième pour les autres. La dernière parole, c'est un oracle qui va boucler ce tour de parole parce que lui, quand il parle, c'est comme un dictionnaire. Il est spécialiste de géographie, il les connaît toutes, les géographies, docteur d'État en géographie, Université de Bordeaux 3. Et là, il prend la parole pour les mentions spéciales, tout simplement. Parce que tout a été dit, et il faut lire le reste. Voici le professeur. Quel est votre s'il vous plaît? Merci, Monsieur Pout. Honorable Albert Boucher, chef de la communauté Banjul de Yaoundé, honorable invité en vos rangs et grades, mesdames et messieurs, le livre que l'on dédicace cet après-midi est le fruit, on l'a dit, de 15 mois de travail collectif entrepris avec passion et détermination. En effet, outre mon collègue le professeur Hubert Nodjom et moi-même, plusieurs autres personnes ressources ont contribué d'une manière ou d'une autre à sa rédaction, à sa parturition. Qu'il me soit alors permis de vous les présenter succinctement. Je commencerai par les présidents des différentes commissions du comité exécutif d'organisation de la 8e édition du festival et leurs adjoints. Comme il a été dit, ils ont fourni les notes qui nous ont permis de dresser la rétrospective en texte et en image, objet de la première partie du livre Chefferie de Banjul, le Paris de l'excellence, le festival de Banjul à une. Alors, certains de ces responsables et les commissions sont dans la salle, d'autres sont pris par leur charge professionnelle, n'ont pas pu faire le déplacement. C'est le cas notamment du président de la commission culture et tradition, mais je vais vous donner très rapidement leur brève littérature,
Léon Kanga, qui est administrateur des PIT, et qui est représentant régional de Cantel de l'Ouest. Son adjoint, je crois qu'il est dans la salle, il peut se lever tout à l'heure pour mériter vos ovations, c'est pour montrer que nous ne sommes pas seuls à avoir contribué. Son second, c'est Michel Kanga N, comme on l'appelle dans le milieu, cinéaste, président national de la mutuelle des professionnels du 7e art. Alors, la commission logistique aménagement, c'est Clovis Nunzi Gemo, entrepreneur, et de son nom de notable, Soknunsi. Je crois qu'il est dans la salle. Son adjoint a des charges plutôt à Banjul, c'est le professeur Médard Foguet, actuellement maire de la commune de Dendé. La commission restauration, je pense que les deux responsables de cette commission, parce que d'ici où je suis, j'ai le privilège sur vous. J'ai une vue d'ensemble sur la salle, même si je me trompais. Il y a Jacques Fomo, dont la résidence est à Loire, soit Coquelot, de son nom de notable à Banjul, qui n'est pas là. Et son adjointe, c'est Adélaïde Talon, qui est chef d'entreprise. Je crois qu'elle n'est pas aussi dans la salle. Mais il mérite nos applaudissements, s'il vous plaît. La commission de santé, je vois le responsable de cette commission, le collègue professeur Jacques Camneau, de son nom de notable à Banjul, Sa Vorgo. Et son adjoint, c'est le docteur Katé. Je crois qu'il doit être en train de soigner les patients quelque part. Il n'est pas dans la salle. La commission accueille les protocoles. Le président, c'est Jules Descampoica, administrateur des PID, chef du département des stratégies des ressources humaines à Cantel. Il était là tout à l'heure, sûrement que comme il est dans le protocole, il a dû sortir. Et son adjoint, Franklin Ponca-Segar, il m'a été rapporté qu'il est un peu souffrant en ce moment, il est diplomate. La commission communication des médias, le président Emmanuel Chagier, PDG de Canal International, et j'insiste, en regardant nos collègues de gauche, ils ont eu raison de dire, de mentionner l'indigence de la présence féminine dans ce travail collectif. Son adjointe, c'est Christelle Bougéka, journaliste culturelle à la CRTV. La commission marketing et sponsoring, Aubin Tédedon, qui est chef du service commercial de Brasserie du Cameroun avec résidence à Douala, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, et Emmanuel Wafou, chef d'entreprise, résident également à Douala. La commission tourisme, Timothée Kalapsi, diplomate, qui doit être quelque part dans les avions ou en terre étrangère, et son adjoint, c'est Franklin Ponca, second diplomate. Donc vous aviez des gens, des personnes ressources qui portaient plusieurs casquettes dans ces commissions-là. La commission sport et logistique, c'est David Kélier, je crois qu'il est dans la salle, premier adjoint au maire de la commune de Pété Banjul, chef d'entreprise, PDG de la société de la Covid et de son nom de notable à Banjul, Swap Sibafo. Je crois qu'il est dans la salle. On peut applaudir pour eux, peut-être qu'il est là. La commission finance, bien sûr, M. Justin Talon, chef d'entreprise, PDG de la société Dino et Fils, de son nom notable, Swap Fako. Et son adjoint, mon collègue Hubert Nodjon. Commission sécurité principale, commission sécurité, c'est le commissaire principal Laurent Dénaud qui est dans la salle, je l'ai vu arriver dans la salle. Et son adjoint, malheureusement il n'est pas là, et
locale, les professeurs Médard Fouguet et Blaise Topri, tous résidents à Banjul. Et le secrétaire exécutif de la commission, les professeurs Gabriel Bach, Jules Tekan-Fouaka et le professeur Hubert Lojon. Or, évidemment, nous aurions pu finalement, au début de cette cérémonie, observer quand même une minute de silence pour des personnalités qui ont largement contribué à l'organisation et à la réussite du festival Lojon, qui malheureusement nous ont quittés entre-temps. Il s'agit des personnes qui avaient, au moment l'édition s'organisait, de grandes responsabilités dans le comité exécutif d'organisation. J'ai pensé d'abord au premier président d'honneur, Victor Fosso dit Foniapou. Deuxième président d'honneur, professeur Lazare Capé, ex-maire de la commune de Devlet, de son nom de notable, Ouabordemont. Du président exécutif délégué, André Siaka, qui vit encore, mais qui est à Douala, chef d'entreprise et PDG de la société Roudap. Du vice-président exécutif, mais qui vit encore, Innocent Takotué, Wabor Gabo. Et bien entendu, le président exécutif du comité d'organisation, honorable Albert Crugieux, chef d'entreprise, PCA. Et le superviseur général, nous sommes réunis ici sous sa bénédiction, c'est Sa Majesté sénateur Dr Honoré Jomo J'en arrive maintenant, mais très rapidement, à la présentation, je n'insisterai pas des auteurs et des articles qui forment la trame de la deuxième partie du livre. Abbé André Kéné, prêtre du diocèse de Bafoussam, qui est docteur en éthique de l'Académie Alphoniasum Roma. Il est actuellement en soins, mais pour acheter à Rome, en Italie. Il est d'ailleurs notable du royaume Banjul, Tatsumafou et du royaume Abadi, sous Fouet. Gabriel Bach, là aussi une autre personnalité qui porte plusieurs casquettes, linguiste, professeur titulaire des universités qui coordonne l'unité de recherche et de formation doctorale en art, culture et civilisation à l'université de Yaoundé 1 et qui assume les fonctions de chef du département des langues et cultures camerounaises à l'école normale supérieure de Yaoundé. Encore l'ovationné s'il vous plaît. David Logan, qui n'est pas avec nous, qui est reconnu par ses fonctions de... Je pense qu'il est proviseur au lycée de Fondenera, je pense que c'est dans le Barbados. Il est docteur en géographie, obtenu à l'université de Yaoundé 1. Il y a Cristal Fautier-Simon qui est dans la salle. Sociologue, fait partie de la génération des scientifiques, génération montante, consultant en développement participatif et expert en ingénierie sociale, membre du laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines et par ailleurs secrétaire exécutif adjoint du réseau d'expertise en urbanisme, aménagement et développement au Cameroun. Léon Carga, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'a pas pu faire le déplacement, administrateur des PDT, représentant régional de Cartel. Martin Luther Jatchen Kagan, je crois qu'il est dans la salle. Il est titulaire d'un doctorat en urbanisme et environnement, obtenu à l'université de Brest, enseignant-chercheur au département de géographie de l'école normale supérieure de l'université de Yaoundé 1 au Cameroun et chercheur associé à l'Institut de géoarchitecture de l'université de Brest en France. Il est également membre de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun. Il me reste, mesdames et messieurs, honorables invités, pour boucler mon bref propos, à adresser les sincères remerciements de la communauté Banjul de Yaoundé,
à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à la rédaction du livre. Chefferie Banjul, le Paris de l'excellence, le Festival Saint-Georges à la une, et à l'organisation de la cérémonie de sa dédicace. À cet égard, je suis très spécialement reconnaissant aux membres du comité de lecture des éditions La Main en Cameroun pour le soin qu'ils ont apporté à cette tâche. Leurs suggestions ou interrogations, toujours faites avec tact et modestie, ont été riches et ont relancé notre travail pour un contenu et une rédaction améliorée. Merci à vous, monsieur le directeur, et à votre équipe pour nos échanges toujours riches et sans complément. Sans vos amis, sans votre contribution, le livre que nous dédicassons cet après-midi aurait été moins complet et moins vivant. Je suis également très reconnaissant au professeur Armand Leca et son mari, et Charlie Gabriel Bock, le premier pour sa précieuse note de lecture qui a permis au public d'avoir déjà une idée de la substantive moelle du livre Chefferie de Banjul, le Paris de l'excellence, et le second pour son point de vue sans complaisance. Il a insisté sur le mot palabre, mais palabre très amical, pas palabre, si vous voulez, conflictuelle, si vous voulez, si je me répète. Donc, pour son point de vue enrichissant, sans complaisance sur cette publication. Je rappelle d'ailleurs, et je ne trahis pas un secret, que pour montrer quel soin nous avons mis, ce n'est pas de la publicité, pour inviter les gens autour de cette table. Je suis de ceux qui pensent que quand on a de la qualité, il faut la montrer. Vous voyez, c'est comme en matière de sport. Lorsque vous allez à une compétition, évidemment, vous dites que vous allez gagner. Vous voyez, le collègue qui était assis à ma place, le professeur Leca Armand, a été sollicité aujourd'hui, à la même heure. Il y a des personnalités dans cette salle qui ont reçu un carton d'invitation. Vous voyez, d'une dédicace de livre, d'une personnalité politique, Cabral Lili, qui, alors que dans une autre salle de la ville, organise une cérémonie de dédicace. Mais nos collègues, par solidarité de corps et parce que nous avons fait par le passé, a donné quand même la priorité et il nous l'a confirmé, même quand de toute façon le chef de notre communauté, c'est lui qui a attiré notre attention. C'est élu de voir que ce nom-là apparaissait 2 fois. Alors nous nous sommes agités et il nous a confirmé qu'il donnait la priorité et il en a d'ailleurs ajouté que si, évidemment, Cabral lui devait attendre minuit, s'ils veulent absolument qu'il intervienne, qu'ils attendront. Sur ça, je vous prie de l'ovationner encore une fois. Merci d'être là. Puis-je, par-dessus tout, donc rendre hommage ici au roi. Il n'est pas avec nous de corps, mais je sais qu'il est avec nous d'esprit. On est en Afrique. Sénateur Dr Honoré Jomo Kanga et au chef de la communauté Banjul et président du comité exécutif d'organisation de la 8e édition du Festival Saint-Georges, l'honorable Albert Boucher, pour leur ardent soutien et encouragement au directeur scientifique tout au long de la période de réalisation du livre. Je n'oublie pas de remercier du fond du cœur toutes les bonnes volontés et les bonnes mains qui ont si généreusement consacré son temps pour assurer un vrai succès à l'exécution des préparatifs de cette cérémonie. Enfin, je souhaite remercier au nom de la communauté Banjul de Yaoundé, remercier avec le sentiment qui donne de la valeur aux objets inanimés, voyez, l'ensemble du public. Peut-être qu'il n'est pas venu aussi nombreux que nous le croyons, mais il faut qu'on le dise, parce que le chef de la communauté s'en est excusé tout à l'heure. Il y a un certain nombre de personnalités qui sont arrivées dans la salle et qui sont peut-être reparties. Donc, avec les aléas, nous n'avons pas pu finalement honorer, mais on peut toujours retenir que ceux-là, finalement, sont arrivés et le comité d'organisation a relevé son honorable
les noms des personnalités qui sont arrivées et on pourrait vous rapporter qui sont ceux qui sont arrivés et qui sont repartis parce qu'ils avaient finalement des responsabilités. Mais nous avons retenu cette marque de confiance de la part de ceux-là qui ont dit oui, parce qu'en Afrique, quand on dit nous faisons, nous réalisons. Donc, ce public venu, je dirais après tout, nombreux et rebossé par sa très attentive présence, l'éclat de cette cérémonie. Tout simplement pour finir, j'espère que vous ne rentrerez pas d'ici, que je sache, sans avoir acquis un ou plusieurs exemplaires de ce magnifique chef-d'œuvre. Recevez s'il vous plaît notre gratitude éternelle. Merci à tous. Oui, la dédicace de cet après-midi et surtout le livre, comme le festival Msemtojom, participe de l'effort que les fils de Banjul, ceux-là qui aiment bien leur territoire, tout au moins ceux qui pensent qu'on peut sauver encore ce qui peut être sauvé, donc participent de cet effort-là que les fils de Banjul font pour que leur chefferie retrouve, vous voyez, son lustre d'antan, hein, retrouve la place qu'elle avait finalement dans le Cameroun, à savoir une chefferie gardienne des traditions, gardienne des valeurs finalement qui font la fierté, hein, et qui font la régionalité finalement non seulement de la chefferie Banjul, mais au-delà du Cameroun. Parce que chaque partie du territoire mondial, le monde étant devenu un petit village, voyez, a ses spécificités. Et il ne faudrait pas qu'au nom, je ne sais pas, d'une certaine uniformisée, et que, comme vous le dites bien, c'est quand même dommage que finalement les chefs traditionnels et les chefferies soient inféodés, par exemple, dans un territoire de droit comme le nôtre, si vous voulez, à l'administration. Parce qu'on se dit l'abondance ne nuit pas. Parce que si le Cameroun devrait faire face à un ennemi venu de l'extérieur, il y a l'administration d'abord publique, hein, à laquelle nous appartenons tous, et puis aussi l'administration traditionnelle qui peuvent conjuguer leurs efforts. Et puis, si nous voulons peut-être cacher un certain nombre de choses, hein, qui relèvent de notre force, hein, de persuasion ou de dissuasion, nous devrons peut-être cacher cela dans la tradition. Et comme vous le dites si bien, il se trouve que de plus en plus, les chefferies traditionnelles perdent de leur influence. Je me rappelle un ouvrage qu'un fils Banjul avait d'ailleurs rédigé, ça commence à dater, « Faut-il brûler les chefferies traditionnelles ?» Et nous faisons quand même cet effort. Bien que nous ouvrons à la modernité, nous faisons cet effort-là pour que nos traditions ne se perdent pas, pour qu'elles soient conservées. Bien sûr, toutes les traditions ne sont pas vertueuses, bien sûr. Hein, il y a des traditions, des formes, voyez, traditionnelles qu'il faut peut-être oublier, mais nos traditions conservent encore quelque chose de valeureux, quelque chose de précieux, hein, qui font que nous sommes quand même différents aux yeux des autres. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure à ceux des vôtres qui étaient là, l'objectif est tout simple. C'est laisser des traces écrites de ce que nous essayons de faire pour marquer notre temps et laisser quelque chose à la postérité. Parce que les écrits ont cet avantage qui reste, tandis que la tradition orale, comme on le sait, les paroles s'envolent. Donc, on est dans une compétition qui ne dit pas toujours son nom. Et quand on s'affronte, même si c'est amicalement, on veut être meilleur que les concurrents. Donc, Banjul entend dans la série des chefferies traditionnelles de l'Ouest montrer un peu la voie à certaines autres chefferies, essayer de faire mieux que les autres pour servir d'émulation dans cet esprit, tout simplement.